la démocratie a deux visages. La démocratie a le visage du peuple électeur et la démocratie a le visage de la règle qui produit de la communauté. L'exercice de la justice, il est inséparable de la production de la jurisprudence. Aux États-Unis, il y a le juge qui décide. Le juge, il est propriétaire de son tribunal, d'une certaine façon. En France, c'est une cour qui juge. Donc, il y a une discussion collective. Toute personne potentiellement candidate ne devrait pas être mise en examen même, qu'elle ne pourrait pas être condamnée. Tout le monde cite actuellement le fameux livre, je l'ai sous les yeux là, le fameux livre d'Édouard Lambert, Le gouvernement des juges de 1921. Un livre centenaire pratiquement. Un livre centenaire, mais ce qu'on ne dit pas, c'est quel est le véritable titre. La condamnation pour détournement de fonds publics de Marine Le Pen a fait ressurgir une notion trouble, une notion centenaire, celle de gouvernement des juges. Un rappel que l'opposition entre deux légitimités, entre deux sources du pouvoir est ancienne. La légitimité des juges et celle du peuple souverain se sont nourries, entraînées, opposées, concurrencées. C'est cette histoire qu'il faut comprendre et décortiquer pour analyser le moment politique complexe que nous traversons. Bonsoir Pierre-Rosan Vallon. Bonsoir. Merci d'être venu au micro de France Culture ce soir. Vous êtes professeur émérite au Collège de France et auteur de cet ouvrage Les institutions invisibles qui est paru aux éditions du Seuil. Merci d'être avec nous ce soir sur France Culture. Aujourd'hui, c'est plus le gouvernement des juges. Aujourd'hui, c'est la tyrannie des juges. Il est vrai que ces décisions, elles sont motivées généralement d'un camp politique contre un autre. Ça, je vous l'accorde. Mais cette dérive extrêmement grave, elle inquiète des millions de Français. Et quand je parlais de ce chemin, je parle des adversaires politiques de Marine Le Pen qui s'en offusquent, mais je parle aussi de spécialistes. Je parle de membres éminents du Conseil constitutionnel. J'ai lu le témoignage de M. Schuttel. Il dit que cette décision, elle n'est pas conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à sa décision notamment de vendredi dernier, qui impose dans cette inéligibilité avec exécution provisoire, vous me dites c'est la loi, le gardien de la Constitution dit une chose très simple, il faut qu'il y ait un principe de proportionnalité. Attention à ce qu'une telle décision ne vienne pas contrevenir à la liberté des électeurs. Des propos tenus par Jordan Bardella sur la chaîne CNews le 1er avril dernier. Quelle analyse faites-vous, Pierre-Rosan Vallon, justement de ces propos? Je vous ai senti heurté quand Jordan Bardella parlait de tyrannie des juges. C'est vrai que c'est d'abord choqué par le fait qu'il ait présenté M. Schuttel comme un membre du Conseil constitutionnel, ce qu'il n'a jamais été. Il a été secrétaire du Conseil constitutionnel, ce qui est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il n'est pas... C'est pas la même légitimité. Non, il n'est pas juge constitutionnel. Voilà, c'est un employé du Conseil constitutionnel. Oui, ces réactions, la réaction de Jordan Bardella et de beaucoup d'autres personnalités politiques, bien sûr, est le reflet de l'émotion causée par le fait qu'une personnalité politique de premier plan soit inculpée. Alors, quelle est la part, je dirais, de l'étonnement? Est-ce que l'étonnement est devant le fait que des faits avérés soient considérés comme devant être sanctionnés? Ou est-ce que l'étonnement provient d'une réflexion plus profonde sur le fait que les magistrats n'ont pas à empiéter ce qui pourrait être considéré comme relevant, disons, de l'ordre électoral? Et donc, est-ce qu'à la limite, cela voudrait dire que toute personne potentiellement candidate ne devrait pas être mise en examen même, qu'elle ne pourrait pas être condamnée? Alors bien sûr, là on a un exemple, je dirais, supérieur, puisque c'est une personne qui représente le premier parti de France et qui s'est candidate à une élection présidentielle, mais pour être un cas d'exception, il n'est pas moins un cas typique de la nécessité de bien distinguer ce qui est de l'ordre du droit et ce qui est de l'ordre de la politique. Et cette question, elle est très ancienne. Ce n'est pas une question qui naît aujourd'hui. Et donc, il est vrai que la réflexion de l'historien, là, n'est pas inutile pour éclairer ce débat. D'abord, ce débat, il n'est pas simplement qu'en France. Il est en France, mais il est très anciennement aux États-Unis. On va y revenir, évidemment. Une question encore tout de même sur l'actualité. Est-ce que le RN n'est pas pris aujourd'hui à son propre piège, ce parti ayant longtemps défendu l'inéligibilité permanente des élus qui avaient outrepassé le cadre de la loi? Bien sûr, on a vu sur tous nos écrans
les différentes expressions de Marine Le Pen condamnant de la façon la plus sévère, appelant à condamner de la façon la plus sévère tous les manquements à la loi et notamment à la gestion de fonds publics. Donc là, effectivement, il y a une sorte d'inversion des situations et il ne faudrait pas que la question politique prenne le devant sur la nécessité de bien comprendre pourquoi l'état de droit appartient foncièrement à la démocratie. L'état de droit n'est pas un supplément d'âme. L'état de droit n'est pas là comme une sorte de petit contre-pouvoir. L'état de droit n'est pas là pour contrebalancer. Il faut bien voir que l'état de droit, c'est une des expressions de la souveraineté du peuple. Et c'est cela, me semble-t-il, que cette idée que nous pourrions essayer d'explorer dans les quelques minutes que nous allons passer ensemble. Alors je vais tenter justement de vous suivre et de suivre cette idée. Pierre Rosanvallon, commençons à la Révolution française, à 1789. À cette date, comment se pose la question de la légitimité des juges, de celles et ceux, surtout à l'époque, qui rendent la justice ? D'abord, beaucoup de juges, il y a beaucoup de charges. Et les parlements sont très souvent tenus par des personnes qui appartiennent par définition, puisqu'elles étaient là, à l'Ancien Régime. Donc tout de suite, dès les débuts de la Révolution, l'idée était mise qu'il faut, de même qu'on élit bien d'autres personnalités pendant la Révolution, qu'il faut élire les juges. Et effectivement, la décision est prise immédiatement d'élire les juges. Alors, cette élection des juges, elle a lieu dès les premiers jours, si je puis dire, lorsqu'il y a des juges à remplacer. Alors, on ne sait pas tellement comment procéder. Alors, parfois, il y a un système de vote à 2 degrés. Mais pendant toute la Révolution française, y compris pendant la période thermidorienne, on ne reviendra pas sur ce principe essentiel de l'élection des juges. Même si les procédés utilisés pour ces élections sont très souvent bancals et posent de multiples problèmes pratiques. Mais le principe, il est posé radicalement. Et si c'est Napoléon qui, la période du consulat, qui supprime cette élection, qui obéissait à des procédures, je le répète, extrêmement variées, cela redeviendra un des thèmes centraux de la doctrine républicaine. Et en 1830, après la Révolution de Juillet, les républicains ne gagnent pas, puisque c'est Louis-Philippe qui revient au pouvoir, mais au moins la charte de 1830 elle-même revient sur le principe de l'inamovibilité des juges. On dit on peut changer les juges. Et dès que les républicains arrivent véritablement au gouvernement, après le Second Empire, après divers épisodes, en 1879, eh bien à ce moment-là, le principe de l'élection des juges est considéré comme fondamental. Il est considéré comme fondamental, c'est Gambetta qui le dit. La démocratie, c'est le grand homme Gambetta, justement, de cette élection des juges. C'est le grand homme de l'élection des juges, et Gambetta dit « Il n'y a pas de république si ceux qui rendent la justice ne sont pas aussi élus par le peuple. Seulement, il va y avoir beaucoup de problèmes. Quels vont être les problèmes ? C'est d'abord qu'ils héritent de tout un ensemble de juges existants, qui sont des juges nommés sous le Second Empire. Et puis, peu à peu, ils se rendent compte qu'avec ces juges dont ils héritent, ils n'arrivent pas à faire voter les lois sur les congrégations. Ils n'arrivent pas à les faire passer dans les faits, à obtenir des jugements. Et donc, ils procèdent, là, ça n'est plus l'élection des juges, ils procèdent carrément à une purge de la justice. Et puis, en 1800, après, dans les années 1880, on réinstaure le principe de la nomination des juges, mais comme on craint que... De l'élection des juges. De l'élection des juges, pardon. Mais comme on craint que dans les régions qui votent encore à droite, il y ait des juges élus à droite, et bien à ce moment-là, on le supprime par simplification. Cela veut dire que on a décidé l'élection des juges sur la base d'un principe très général qu'on n'a pas explicité, et on revient dessus sur la base des embarras pratiques. Mais on n'a pas résolu la question de fond. Qu'est-ce qui définit le caractère démocratique du juge ? Eh bien, ça n'est pas simplement l'élection. Je reste tout de même un instant, Pierre Rosanvallon, sur l'élection d'un point de vue théorique et non pratique. D'un point de vue théorique, qu'est-ce qui
j'allais dire, viendrait défendre l'idée qu'il ne faut pas élire les juges. Quelle idée s'oppose à cette idée pourtant de bon sens, dans le fond? Eh bien, une idée très simple, c'est qu'une élection peut être une élection concurrentielle. Et donc, si l'exercice de la magistrature est celui du règne de l'impartialité, que l'impartialité est la première qualité du juge, eh bien, à ce moment-là, ça peut être très problématique d'avoir une élection dans laquelle il y ait des concurrents, des compétiteurs. Et donc, toute élection veut dire d'une certaine façon compétition. Et donc, qu'il y ait une compétition pour l'impartialité, ça pose un petit problème. C'est déjà un peu ambigu. Voilà, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je souligne un point qui est souvent mal connu, c'est que pendant la Révolution française, il y a beaucoup d'élections. Mais ces élections, elles ont lieu sans candidat. Il est interdit de se porter candidat à une élection pendant la Révolution française. Pour qui vote-t-on alors? À une élection municipale, eh bien, on vote, d'abord c'est un vote à 2 degrés. Et chacun met le nom qu'il veut sur des bulletins. Et puis au fur et à mesure, on commence, on est dans un groupe de 1000 personnes. Et bien au début, il y a 100 noms qui sont sur les bulletins. Et puis à la fin de l'après-midi, il n'y en a plus que 10. Et le lendemain, il y en a peut-être plus 2. Et le surlendemain, il n'y en a plus qu'un. Donc ça a obligé à avoir un système électoral très compliqué, de telle sorte qu'en 1791, les électeurs parisiens de 2e degré votaient 180 jours par an. C'est-à-dire, c'est une activité à Près de la mi-temps. moitié de l'année. Oui, mais alors on se dit, mais comment on pouvait accepter ça? On pouvait accepter ça parce qu'on se disait, si les élections, c'est une compétition des ambitions, si les élections, c'est un concours des prétentions, eh bien à ce moment-là, nous n'allons avoir comme élus que des prétentieux et des ambitieux, et non pas ceux qui, comme on le souhaiterait, incarnent la vertu et le bien public. Je reviens un instant sur le cas spécifique de l'élection des juges. Que nous enseigne le cas contemporain et même ancien de l'élection des juges dans certains États aux États-Unis? La question de l'élection des juges, elle a été posée depuis très longtemps aux États-Unis. Alors évidemment, de façon différente selon les États, puisque vous savez que toute une partie de la régulation de la justice aux États-Unis dépend des États. Et pendant très longtemps, il y a eu une élection, c'était considéré comme un principe fondamental, une élection des juges avec tous les problèmes que ça peut poser quand on regarde les westerns, par exemple. On voit bien que les juges et les shérifs qui sont élus, n'étaient pas toujours des juges et des shérifs exemplaires. Donc peu à peu, on a régulé ce système. Aux États-Unis, à partir des années 1940, il y a eu un système où on a continué à faire l'élection, mais sur des listes de compétences. Il y a eu tout un ensemble de filtres pour que les candidats ne soient pas simplement des prétendants, mais soient déjà des personnes sélectionnées pour leur qualité. Et dans la plupart des États aujourd'hui, on voit que ça, c'est les juges, mais que les procureurs restent très souvent élus eux aussi. Les procureurs qui représentent l'intérêt public. Mais si je reprends votre argument précédent, comment peut-on être impartial après une campagne? Et puis la théorie des apparences, c'est aussi quelque chose qui compte. Comment deviennent-ils impartiaux? C'est la raison pour laquelle on a fait peu à peu, les États-Unis sont restés un pays dans lequel il y a une élection de façade des juges, mais dans les faits, on est revenu assez largement sur ce système avec toutes ces modalités, je dirais, d'encadrement par des compétences. J'aimerais vous faire entendre la voix d'un juge français, celui-ci. Il s'appelle Patrice de Charette, ça ne trompe pas. Il était interrogé en 1978 et on lui reprochait, vous allez l'entendre, son impartialité. Changer la justice, je dois dire que mon ambition est beaucoup plus modeste. Vous avez envoyé jusqu'à présent 2 PDG en prison. Pourquoi cet acharnement contre des patrons? À Béthune, il y a chaque année 6 000 jugements rendus en matière pénale. En 3 ans, cela fait donc 18 000 jugements. Or, on parle actuellement de 2 affaires en l'espace de 3 ans. 2 par rapport à 18 000. Je pense donc qu'il est tout à fait excessif de parler d'acharnement ou d'attitude systématique. Est-ce que les juges de Béthune appartenant au syndicat de la magistrature ne font pas passer dans leur jugement leur idéologie et leurs idées? Je crois que tous les juges, lorsqu'ils rendent une décision, font toujours intervenir leur propre vision de la société. Ne serait-ce que pour des affaires banales comme des accidents de la route, certains juges considèrent que la conduite en état d'ivresse est très grave, d'autres qu'elle l'est moins. Nous, ce que nous prétendons simplement, c'est appliquer la loi à tout le monde, ce qui, semble-t-il, ne se faisait pas jusqu'à présent.
Ce que nous voulons aussi, c'est surtout être contrôlés par les gens au nom duquel nous rendons la justice, c'est-à-dire par le peuple français. Des arguments qu'on a entendus, Pierre Rosanvallon, dans le débat précédent, ce sont à peu près les mêmes au fil des années et des décennies. Il y a toujours cette question de la politisation, de la soi-disant partialité des juges. Alors d'où vient aujourd'hui la légitimité contemporaine de celles et ceux Il y a qui rendent deux la éléments à justice ? dire. D'abord qu'à la différence là de la justice américaine, aux États-Unis, il y a le juge qui décide. Le juge, il est propriétaire de son tribunal d'une certaine façon. En France, c'est une cour qui juge. Donc il y a une discussion collective. Et on le voit bien là dans le cas qui nous intéresse, qu'il y a eu un long délibéré. 3 juges ont délibéré. 3 juges ont délibéré et 3 juges ont écrit 150 pages pour expliquer leur décision. Donc le simple fait de la dimension collégiale fait que les opinions personnelles, bien sûr qu'elles existent, les opinions, mais les opinions personnelles sont corrigées, matinées, me semble-t-il, d'abord par le caractère de collégialité, ce qui est très important, et deuxièmement par la nature de l'argumentation. C'est pas simplement une décision, on ne dit pas simplement coupable, point à la ligne. Non, il y a toute une longue argumentation, et cette argumentation, le juge qui l'écrit sait qu'elle peut être discutée, et qu'elle le sera s'il y a un appel. Mais donc, est-ce que cela signifie que c'est d'abord et avant tout une légitimité fondée sur la compétence, sur un savoir ? Non, pas du tout. Bien sûr, il y a cette dimension. C'est ce que j'appellerais là une légitimité fonctionnelle. Le juge est légitime parce qu'il exerce avec impartialité son magistère et qu'il le fait dans un caractère collégial. Ça, c'est une chose. Mais c'est pas simplement cette légitimité fonctionnelle. C'est une légitimité démocratique. Et pourquoi c'est une légitimité démocratique ? Parce que la démocratie, ça n'est pas simplement l'exercice de la souveraineté à travers le vote. La démocratie, c'est la recherche de l'intérêt général. Et le vote, bien sûr, il est important. Pourquoi ? Parce que le principe majoritaire fait qu'on aboutit toujours à une décision. Parce que 51 est toujours supérieur à 49. On peut décider, on peut discuter sans fin d'une question, mais il y a toujours un arbitrage qui est donné par le nombre et l'arithmétique dans le suffrage universel. Donc la souveraineté du suffrage, elle est impure parce que la majorité, c'est pas le peuple tout entier, mais elle est forte, on peut dire procéduralement, parce que ça met fin à toutes les discussions. Et le juge, c'est un autre type de légitimité. C'est pas simplement une légitimité numérique, pourrait-on dire. Le juge, c'est une légitimité qui est substantielle. Le juge, il est là pour veiller à ce que tous les membres de la société, même les personnes les plus modestes, même les personnes qui ont le moins accès à tous les éléments de pouvoir, soient pris en considération et considérés comme des égaux. Le juge, il est le gardien de la considération de chaque individu. Le juge, il est le gardien du fait que l'on reconnaisse qu'une collectivité, elle est composée justement de sujets dont chacun est important en égalité et en dignité. C'est pour cela que le juge a une légitimité démocratique. Il est le gardien de, de la considération portée à chaque individu. C'est cela, Pierre Rosanvallon, que signifie notamment l'expression « les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français ». Bien sûr. Dire qu'on le fait au nom du peuple français, c'est pas simplement parce que l'on parle au nom de la collectivité, c'est parce qu'on parle au nom des valeurs qui fondent cette collectivité. On parle au nom des principes qui l'organisent. Et c'est pour cela qu'on a mis en place cette question, ces procédures de la justice constitutionnelle. Tout le monde cite actuellement le fameux livre, je l'ai sous les yeux là, le fameux livre d'Édouard Lambert, Le gouvernement des juges de 1921. Un livre centenaire pratiquement. Un livre centenaire, mais ce qu'on ne dit pas, c'est quel est le véritable titre. C'est Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est un livre sur le contrôle de constitutionnalité. Et ce contrôle de constitutionnalité, à l'époque, il n'existait pas en France, alors qu'il a toujours existé de façon très vivante
aux États-Unis. Et aujourd'hui... Ce n'est pas le premier, vous me direz, à avoir été dépossédé de sa notion. Hein. Non, mais en tout cas, on voit aujourd'hui l'importance qu'a ce contrôle de constitutionnalité. Car le contrôle de constitutionnalité, non seulement une institution, des parlementaires peuvent saisir le Conseil constitutionnel, mais à travers la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, des simples citoyens eux-mêmes peuvent le... Ça veut dire que le Conseil constitutionnel, il est le gardien du fait que les règles prêtent attention à ce que chacun soit justement pris en compte. Je voudrais vous faire entendre, non pas vous faire entendre, mais vous lire un extrait d'un article signé une fois de plus Denis Salas, magistrat, un article intitulé La légitimité justement du juge démocratique en question. Et il écrit « Désormais, le juge s'autorise à parler en son nom propre. Il s'approprie le segment qui lui revient du récit du droit. Il se sent légitime à prendre part à son tour à la narration du destin collectif. Il ose se définir par la capacité à représenter le peuple en interprétant les lois votées par ses représentants, en donnant vie aux droits fondamentaux, en représentant un peuple principe. » Fin de citation. Est-ce qu'il y a cette tendance, peut-être, depuis quelques années, depuis quelques décennies, à cette entrée dans la cité du juge judiciaire ? L'entrée dans la cité du juge, là c'est surtout l'entrée dans la cité du juge constitutionnel. C'est celle que vous décriviez. Oui, c'est ça qui est le plus important, parce que c'est vraiment au niveau constitutionnel que l'on veille à ce que les lois soient bien conformes aux principes organisateurs de la société, qu'elles soient conformes aux principes de liberté, d'égalité, de fraternité, quand on discute sur des questions de discrimination, d'égalité des chances. Tout cela, ce sont des questions qu'il revient de prendre en compte au Conseil constitutionnel pour vérifier si des lois votées tiennent bien compte de ces principes organisateurs de la société. Comment faire en sorte, Pierre Rosanvallon, que ces deux légitimités dont nous parlons depuis le début de notre échange, la légitimité du peuple souverain et celle des juges, ne s'opposent pas? On a l'impression qu'il y a une marée montante, presque inarrêtable. Il faut pas dire la légitimité du peuple souverain et la légitimité des juges, parce que à partir du moment où vous dites ça, il y a le fort et le faible. Hein, il y a le roseau qui doit plier le juge, et puis le bâton qui doit surveiller, qui est le peuple. Mais je les mettais au même niveau, moi, c'est pour ça que je l'emploie. Voilà, c'est déjà un progrès de les mettre au même niveau, mais c'est de dire que c'est deux façons d'exercer justement la souveraineté. C'est le même peuple qui s'exprime comme électeur, et c'est le peuple qui s'exprime comme un ensemble dont personne ne doit être exclu. Donc le juge, il est en quelque sorte le représentant de ce peuple dans lequel on ne veut pas qu'il y ait des absents et dans lequel on ne veut pas qu'il y ait des laissés-pour-compte. La voix d'Amélie Morino, elle est avocate pénaliste au barreau de Paris. Elle s'exprimait sur la chaîne Public Sénat le 2 avril dernier. Les magistrats dont on parle, c'est pas des gens qui sont en train de manger des petits fours sous des dorures. Hein. C'est le juge des tutelles qui va à l'EHPAD voir la personne dont la famille demande à ce qu'elle soit placée sous protection. C'est celui qui va en détention pour savoir ce qu'on fait de la peine de la personne détenue. C'est celui qui, tous les jours, dans tous les tribunaux judiciaires de France, et parfois très loin des centres-villes ou des agglomérations qu'on connaît, sont en train de traiter les questions de juge des enfants, de mineurs en danger. Et entendre dire que cela ne représenterait qu'une élite d'abord homogène, parfaitement homogène et opposée au Rassemblement national, c'est mal connaître la réalité de la sociologie de ce corps et de ses fonctions. Tous les jours, ces gens sont au contact de ce que vous qualifiez de classe populaire. Tous les jours, et probablement plus que les élus eux-mêmes. Parce que c'est leur quotidien et ce sont leurs missions. Venir opposer les uns aux autres, là encore, c'est essayer de diviser et de séparer. Comment est-ce qu'on met en lumière, Pierre Rosanvallon, ce travail des juges, cette histoire que vous expliquez là? Est-ce qu'il faut en faire beaucoup plus avant la pédagogie? Certainement, et en tout cas ne pas oublier, comme le dit la personne que vous venez de faire parler, Amélie Morino, que eh bien, la réalité du juge, c'est en permanence de voir comment on organise un rapport entre des situations et des textes. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus humain que de voir en permanence comment on peut gérer des situations personnelles, les arranger en fonction des textes qui existent. Et l'exercice de la justice, il est inséparable de la production de la jurisprudence. Autrefois, je dirais il y a très longtemps, avant la Révolution française, on avait l'idée, et même au moment de la Révolution française, du juge-machine.
en disant c'est simple, hein, il y a les lois, on applique la loi. Ben, non. Pas de place à l'interprétation. Pas de place à l'interprétation, mais peu à peu, on s'est rendu compte que c'était impossible. Qu'il y a toujours il faut toujours préciser les textes. Les situations peuvent être tellement différentes. Regardez sur ces exemples qui étaient mentionnés, d'enfants qui sont mis en tutelle quelque part, de mineurs en difficulté. À chaque fois, ce sont des cas uniques. Et peu à peu, se dégagent des éléments de jurisprudence. Et à travers la production de la jurisprudence, qui est inséparable du métier de juger, eh bien, cette jurisprudence, elle raccommode la société et surtout, elle fait évoluer le droit. Le droit est inséparable de la jurisprudence. Comment défendre l'état de droit d'une manière plus large, j'allais dire? Est-ce qu'une démocratie sans état de droit, c'est une démocratie illibérale, comme c'est maintenant coutume d'appeler certains régimes européens? Je pense à la Hongrie notamment. Oui, certainement, c'est une démocratie libérale, mais cela définit une situation, la démocratie libérale. Ça n'explique pas pourquoi elle est illibérale. Et je crois que c'est le grand problème aujourd'hui. On dénonce des démocraties libérales, mais on définit, on renforce assez peu une définition, je dirais, plus forte de la démocratie. La démocratie a deux visages. La démocratie a le visage du peuple électeur et la démocratie a le visage de la règle qui produit de la communauté. Merci beaucoup Pierre-Rosan Vallon. Je rappelle que vous êtes professeur émérite au Collège de France et l'auteur de ce livre pour lequel on vous avait déjà reçu il y a quelques mois, Les institutions invisibles, un livre qui est paru aux éditions du Seuil. Merci d'être venu à France Culture ce soir. Merci.